pour faire simple, on va commencer simple. Pourquoi monstre des films? Voilà, la meilleure question pour débuter. C'est la plus simple. Pourquoi monstre de film? Bah, tout simplement parce que j'adore le cinéma depuis tout gamin et puis bah, j'aime aussi les monstres du coup depuis tout gamin parce que mes deux films de chevet quand j'étais gosse, c'était Les Dents de la Mer et Jurassic Park. Du coup, grâce à ces deux films-là, j'ai commencé à regarder tout un tas de films avec des monstres tout partout. Et du coup, ça m'a donné vraiment ça m'a donné vraiment l'amour des monstres, bien sûr aussi du cinéma. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui a amené le fait que vous vous dites, c'est bon, je me lance sur YouTube pour partager ça? Alors ça, c'est arrivé, j'ai envie de dire par hasard, entre guillemets. Euh, j'ai toujours voulu bosser dans le cinéma, mais c'est très compliqué de rentrer dans le cinéma si on n'a pas, on va dire, le bras long ou alors si on n'a Mhm. pas les finances pour. Mhm. Donc, j'ai cherché tout un tas de moyens de rentrer dans ce milieu-là. C'est ce que j'explique d'ailleurs dans la vidéo qu'on a fait, qui s'appelle Nouvel An façon Camelot. Ouais. Et en fait, je me suis cassé le nez sur plein de choses. Et puis un jour, j'ai un ami qui m'a montré les vidéos de Joueurs du Grenier, de Karim Debache pour Crost, etc. Et Mhm. j'ai trouvé ça tellement sympa qu'au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas essayer ça? Donc, Mhm. avec cet ami en question, qui d'ailleurs s'appelle ADR, il est très souvent dans les vidéos avec nous. Au passage, s'il regarde, je lui fais plein de bisous parce que je sais qu'il regarde. Et en fait, avec lui, on avait commencé à réfléchir sur un truc. Je crois même d'ailleurs que c'est même lui qui avait plus ou moins lancé l'idée. Et en fait, bon, ça n'a pas pu aboutir. Et puis, en réfléchissant de mon côté, je me suis dit, bon, je pourrais faire quoi? Parce que, effectivement, le cinéma, j'adore ça, mais déjà en parler, c'est large, parce que le cinéma, ça regroupe énormément de choses. Mhm. Et surtout, beaucoup de gens font ça. Donc, il fallait trouver un créneau, et en regardant ma vidéothèque, je me suis dit, bah, en fait, il y a plus ou moins que des films de monstres là-dedans, donc, bah, choisis les monstres, ce sera le plus simple. C'est ce que tu D'accord. connais le mieux. D'accord. Donc c'est venu comme ça, C'est de ça. fil en aiguille. Ok. Euh, du coup, la grande question, c'est combien de temps prend une vidéo? Écriture, mise en scène, montage? Quand je suis motivé ou pas? Parce que suivant la motivation, c'est pas la même durée. Non, en fait, c'est extrêmement variable. Alors, déjà, pour le coup, en plus, ça tombe bien parce qu'il y a pas mal de gens il y a pas mal de gens qui regardent nos vidéos, donc je vais pouvoir faire un espèce de mea culpa vis-à-vis d'eux. C'est qu'effectivement, j'ai beaucoup de mal à me motiver par moment. J'ai besoin d'un bon gros coup de pompe au derrière. Donc, des fois, je traîne un peu. Mais concrètement, je sais pas définir ça parce que suivant le type de film, déjà, ça peut être plus court ou plus long. Mhm. L'exemple de Rec qu'on a fait l'été dernier, Mhm. j'ai été le premier étonné quand j'ai vu que l'écriture durait, il y avait, je crois, 4 ou 5 pages, alors Ouais. qu'un épisode moyen en fait 10, et je me suis dit, merde, je vais me retrouver avec une vidéo qui est 2 fois moins longue, c'est bizarre. Donc, à contrario, Godzilla, on a fait 34 ou 36 minutes, je crois. En deux parties, non? Euh, Comment? C'était en deux parties en plus. Godzilla. Non, c'était en une seule. Ok. C'était Alien versus Predator qu'on a fait en deux parties, du coup. Mais D'accord. parce que je ne voulais pas couper Godzilla, mais j'ai demandé aux gens si ça allait déranger ou pas. Et en fait, non, dans l'idée, en un mois, ça se fait, mais si vraiment j'étais à 100% dedans, euh, je pense que, ouais, il faudrait vraiment en bûchant dedans, comme si c'était vraiment notre travail à raison de 8 heures par jour. Je pense qu'en 2 semaines, ce serait faisable. D'accord. Avec le visionnage, l'écriture, le tournage, le montage. Le montage est vraiment le plus long. C'est l'étape la plus complexe. Déjà parce qu'en plus, n'ayant jamais fait d'études dans le milieu du cinéma, le montage, en fait, j'apprends petit à petit. Maintenant, je maîtrise bien mieux qu'au début. Mais ouais, le montage, c'est hyper long. Surtout quand tu dois monter une vidéo qui fait 36 minutes, t'en vois pas le bout. C'est affolant. Donc, ouais, un mois. Vraiment un D'accord. mois parce qu'on a des activités à côté. Mais D'accord. sans activité, je pense qu'en 2 semaines, ça pourrait être bouclé. D'accord. Et du coup, sans indiscrétion, alors quelles sont vos autres activités en plus de YouTube? Alors, Tetel travaille dans comment dire,
Je vais commencer par moi, j'ai oublié le nom, mais du coup, je travaille dans le milieu du ferroviaire Ok, et Tétel travaille dans la grande distribution. Ça y est, ça m'est revenu. Donc, d'accord. on a tous les deux boulot à plein temps. Donc, ça reste une activité annexe, du coup, qu'on fait Monstre de film. Mais c'est un plaisir à faire. Mais par contre, ça prend masse de temps. Ouais, ça, c'est pas trop compliqué à gérer un travail à plein temps plus YouTube. Si. Enfin, Si. compliqué. Si, c'est compliqué dans la mesure où je me prends beaucoup la tête et que il faut que ça avance, il faut que ça avance, il faut que ça avance. Et qu'en même temps, en fait, j'ai un pied qui avance et un pied qui freine. Du coup, c'est assez compliqué d'avancer vraiment. Mais dans l'idée, c'est pas ingérable. Mais en fait, on se rend compte à quel point c'est chronophage de faire ça. D'accord. Et donc, une question. Combien du coup vous êtes à travailler sur cette chaîne? J'ai pas envie de froisser des gens, on sait jamais. Il y en a qui pourraient se dire, bah ouais, mais je travaille dessus et ils parlent pas de moi. Concrètement, Tétel et moi, en fait, on fait tout. Les copains viennent comme acteurs. On a des guest stars. On a des guest stars qui viennent, mais vraiment, ouais, tout ce qui est du coup l'écriture, le montage, les parties production, c'est vraiment Tétel et moi qui le faisons. D'accord. Et du coup, vous utilisez quoi comme matériel, justement, pour le montage, les vidéos, le Pour tournage? le montage, on utilise Premiere Pro, qui est un Ok. logiciel vraiment pro, parce que bordel, qu'est-ce qu'il est complexe. On peut faire des millions de trucs avec, et concrètement, j'exploite peut-être 10% du logiciel, mais en tout cas, les 10% sont déjà vachement intéressants. Après, on a une caméra. Bah tiens, je peux tout montrer, on est en live, c'est génial. On a une caméra réflexe, alors c'est un Nikon. Il fait juste de la HD. Par contre, on n'a pas un truc en 4K, c'est un modèle qui commence déjà à avoir un petit peu d'âge. Mhm. Au niveau micro, il est dedans, parce que donc ça explique qu'on ait un son qui soit pas terrible, parce qu'en fait, Mhm. on a acheté du matos pour le son. Le seul problème, c'est que j'arrive pas à m'en servir. Ah, Donc, comme c'est assez complexe tout ce merdier, le son est pas ouf. Donc, on a eu l'occasion d'avoir des adresses, ouais, de gens qui sont ingé son, etc. mhm. Donc, on fera appel assez rapidement à un professionnel pour nous éclairer sur ça et puis participer aussi au tournage. Après, on a plein de grosses lampes. Ouais. Le mec, il fait des explications à deux ronds. On a des lampes. Ah, c'est bien On a des d'avoir des lampes lampes. Ça pourrait être dans le qui noir. s'allument. On en a plusieurs. Bon, du coup, les lampes sont hyper vitales pour, déjà pour que la vidéo soit à peu près propre, même Mhm. si on les utilise pas non plus super bien a priori, et surtout pour le fond vert. On a un Ouais. fond vert qui fait 2,80 m sur 4 mètres, une grosse structure, et c'est à peu près tout. Si je me trompe pas, ouais, c'est à peu près tout. D'accord. C'est un matériel basique, mais en tout cas, on Ça se fait le débrouille. taf. D'accord. Voilà, ça fait exactement. Du coup, vous tournez toutes vos vidéos chez vous ou vous avez un studio? Oh, Non, tout est chez nous. ok. Tout est chez nous. On a donc le bureau où je me trouve, qui est la partie où on tourne tout ce qu'il y a sur le canapé. Et on fait dans notre salon, qui est bien sûr plus grand pour accueillir le fond vert, on fait tous les sketchs à cet endroit-là, ce qui explique d'ailleurs qu'il y ait beaucoup plus de résonance dans les sketchs Ouais. que pour la partie où je suis sur le canapé. D'accord. Du coup, vous envisagez peut-être dans le futur d'acheter du meilleur matériel ou quelque chose comme ça? Ouais, bien Ouais. sûr, on va. Encore une fois, c'est les choses que je veux pas faire à la va-vite, histoire de dire super, on trouve la première caméra qui coûte cher et on la prend. Je veux vraiment réfléchir le truc et prendre vraiment du matos qui nous sera utile et surtout qui durera dans le temps, parce que plus ça va et plus on a des vidéos en 2K ou en 4K sur Oui. YouTube. Donc je pense que tôt ou tard, il faudra faire la transition. Donc faut aussi réfléchir à ça. Et puis l'argument numéro 1 qui fait qu'on peut pas encore en prendre, en acheter, c'est que ça vaut une blinde. Oui. Donc il faut qu'on attende un peu. Il faut Oui, qu'on c'est pas attende un peu. donné, oui. C'est sûr. Ouais. Tout le matériel vraiment pro est pas donné. On a acheté des trucs sur Amazon qui Ouais. fonctionnent 3 fois. Et puis après, hop, on peut le foutre en l'air.
Ouais, non, au bout d'un moment, il faut passer à du matériel pro. Et effectivement, c'est un autre niveau en termes de prix. Et ça coûterait à peu près combien? Si par exemple quelqu'un voudrait se lancer, il aurait combien en budget à estimer? Franchement, en fait, je saurais pas vraiment dire parce que dans l'idée, même maintenant avec un téléphone, on peut faire des vidéos de très bonne qualité. Donc, il suffirait juste d'avoir 2-3 éléments pour le décor, un peu de lumière, etc. Franchement, je sais pas, peut-être dans les 200, 300. D'accord. Je pense pas être vraiment dedans, mais je sais pas, ça me paraît cohérent dans la mesure où on peut avoir déjà en main le matos plus ou moins avec le téléphone déjà et avoir juste 2-3 trucs pour que ça fasse un minimum pro, D'accord. Et je pense. en termes de PC, il faudrait un PC qui tienne la route ou avec n'importe quel PC on pourrait faire du montage et des vidéos? Alors, au niveau PC, moi j'ai une j'ai une fusée en termes de PC, mais pas parce que j'avais pensé au montage vidéo, mais parce que dans la mesure où je suis un gamer, j'avais besoin d'une bête de course. Donc D'accord. j'ai un gros PC, c'est-à-dire que c'est mon premier vrai gros PC de gamer. Le machin est 2 fois plus gros que la tour que j'avais avant. Je savais même pas qu'il y avait des tours de ce gabarit-là. Mais a priori, ouais, le montage, je sais plus comment on appelle ça exactement, mais le montage, a priori, demande énormément de mémoire enfin, ça sollicite énormément le PC. Donc, il faut avoir un truc qui tient bien la route. Après, il y a des logiciels qui sont beaucoup moins complexes que Premiere Pro et on peut se débrouiller avec, hein. Je sais plus c'était quoi. Je crois que j'ai encore la boîte. Ouais, c'était Vidéo Deluxe. D'accord. Le premier logiciel que j'avais, c'était Vidéo Deluxe. C'était tout à fait abordable en termes de prix. Et il n'y avait pas besoin d'avoir un truc vraiment de compète pour le faire tourner. D'accord. Alors, du coup, on va rentrer dans les questions. Comment dire? On va rentrer dans une gamme de questions. Qu'est-ce qui vous Mhm. passionne sur YouTube en tant que YouTubeur? Qu'est-ce qui vous passionne dans le fait que vous faites vos vidéos? Pouvez répéter la question? Qu'est-ce qui me passionne sur YouTube, en fait, qui me passionne? Oui, en tant que YouTubeur, créateur de contenu, qu'est-ce qui vous passionne dans le fait de créer du contenu? Avoir des retours de personnes, voir que ça plaît ou tout un tas d'autres choses? En fait, il y a pas mal de petites choses qui me plaisent dans ça. Déjà, c'est de pouvoir partager avec les gens. Mhm. J'ai eu un parcours scolaire qui a été relativement médiocre, mais j'aurais vraiment beaucoup voulu être prof D'accord. parce que je pense qu'on peut apprendre en s'amusant. Et personnellement, moi, là où j'ai le mieux appris, c'est quand je m'amusais. Et disons que j'ai envie de transmettre ça aux gens en parallèle, étant donné que j'adore le cinéma. En fait, c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire dans une autre interview que j'ai faite il y a peu de temps. C'est que je suis le mec chiant quand on regarde un film. C'est-à-dire que j'aime bien regarder les making-of, j'aime bien voir les petits détails. Et comme j'ai regardé plein de films, il y a toujours un mec que je reconnais, il y a toujours quelque chose que je reconnais. Donc en fait, je vais dire, hey, tu vois là, ça par exemple, ils l'ont fait à tel endroit. Ça a été, il y a un autre film qui a été tourné là. Ouais. Lui, il a joué aussi dans ça. Et là, il y a ça. Donc en fait, comme j'aime le cinéma, que j'aime parfois défendre des films que les gens peuvent juger peut-être un peu vite, en tout cas à mon sens, j'ai envie de leur montrer un peu l'envers du décor et de leur dire, bah voilà, certes, sur certaines choses, ça capote, mais par contre, il y a des qualités qu'on peut pas tout de suite comprendre ou qu'on ne peut pas voir. D'accord. Alors après, c'est peut-être des qualités comme moi je vois, mais qui ne sont peut-être pas des qualités. Mais en tout cas, ouais, c'est l'envie de partager, l'envie de faire rire aussi. Parce que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très, un petit peu dingo, donc j'aime bien faire marrer les gens autour de moi. Et puis, c'est plus ou moins tout ce qui me motive. Ouais, tout ce qui me motive plus ou moins à faire ça, ouais. D'accord. Et donc du coup, vous passez un peu votre temps libre à regarder des films, à développer votre culture du cinéma, c'est ça? Je fais ça depuis l'âge de, je sais pas, peut-être 5, ouais. Franchement, sans mentir, depuis peut-être 5-6 ans, en fait, j'ai toujours passé ma vie devant la télé. D'ailleurs, à cause de ça, j'ai une phrase de ma mère qui tourne en boucle dans ma tête,
qui m'a toujours dit la télé, c'est la science des ânes. Le seul problème, c'est qu'en fait, j'ai passé tellement de temps dessus que manifestement, j'ai dû devenir un âne. Mais par contre, à côté de ça, ouais, il y a des films de tous les types que j'ai bouffés ouais, en fait, vraiment, depuis tout petit, je fais ça, quoi. Donc, et même encore maintenant, effectivement. Même si, du coup, c'est un peu plus dur. Parce que comme maintenant, il y a les vidéos à gérer, il y a le boulot, il y a le truc à gauche, à droite. C'est moins souvent. Puis en plus, il y a ces malheureuses plateformes qui sont sorties, genre Netflix et tout. On passe aussi notre temps à regarder les séries. Donc, en fait, les films commencent à avoir une place de plus en plus minime dans nos activités. Mais oui, après, dès qu'il y a un moment de libre, on regarde un petit film pour se faire plaisir. Et donc une autre question, comment est-ce que votre entourage du coup voit votre, comment on peut appeler ça, passion, second métier? Comment est-ce que votre entourage voit ça? C'est bien, si ça t'amuse. D'accord. Non, j'exagère. Enfin, cela dit, j'exagère, oui et non, parce qu'en fait, effectivement, pour une majorité de gens, ça reste une petite activité comme ça, un petit truc, c'est sympa, tes vidéos sont rigolotes, etc. Mais disons que ce qui est assez intéressant, c'est le regard des gens qui changent au fur et à mesure que la chaîne prend de l'ampleur. Jusqu'à il y a encore un an, on avait moins de 1000 abonnés, donc bon, je veux dire, c'est con, mais même moi, des fois, j'avais un peu honte quand on me présentait comme ça, qu'on disait bah tiens, il a une chaîne sur YouTube et tout ça. Oui. Je me sentais un peu honteux de dire ouais, j'ai 800 abonnés, j'ai une toute petite chaîne. Alors je dis je, mais je veux dire, c'est Tétel et moi puisque c'est notre chaîne, mais comme là je suis tout seul, je dis je. Parce que je sais qu'elle va me le reprocher quand elle verra cette vidéo. Mais voilà, au début, je me sentais un petit peu tout ballot de dire ouais, c'est un truc que j'aime bien. Et en fait, maintenant qu'on a passé le cap des 25 000, quand on dit aux gens on est à 25 000, tout de suite on a un petit regard genre ah ouais, c'est pas mal 25 000. Même si moi je trouve qu'à l'échelle de YouTube 25 000 c'est rien, mais en tout cas pour les gens, le fait d'avoir 25 000 personnes qui nous suivent, ça fait un bloc, quoi, ça fait quelque chose. Donc on se dit ah tiens 25 000 c'est pas mal. C'est pas mal. Donc ouais, le regard de l'entourage a un peu changé. Les copains, non, parce que les copains, dès le départ, étaient à fond dans le truc, et c'est ça, les vrais copains. Je vous fais plein de bisous. Les copains, depuis le départ, sont à fond dans le truc, et ça, c'est très cool. Mais c'est quand même bien perçu. Mais j'ai hâte d'être à 1 million d'abonnés pour dire aux gens, j'ai 1 million d'abonnés. Ça arrivera. Pour voir leur tête. à ce moment-là, à ceux qui n'y croyaient pas. Et du coup, quelles ont été donc les difficultés rencontrées sur la chaîne? La première difficulté, ça a été la désillusion, je pense, de tous les gens un peu candides comme moi. C'est de se dire, je comprends pas, j'ai lancé ma chaîne il y a 1 mois, pourquoi j'ai pas 2 millions d'abonnés? Bizarre. Et sauf que, ouais, non, ça vient pas comme ça vient pas du tout comme ça, effectivement. Donc ça, bon, c'était un cap minime, mais c'était un cap quand même. Une chose, ouais, qui a vraiment été une difficulté à une époque, et c'est pour ça qu'est venue la vidéo de Bonne Année façon Kaamelott, ça a été vraiment de constater au bout de 3 ans que ça mettait beaucoup de temps à grimper, vraiment beaucoup de temps, que c'était encore très minime. En fait, c'est le sentiment d'investir beaucoup et d'avoir peu en retour. Peu dans le sens où ça va peut-être être un petit peu immodeste ce que je veux dire, mais c'est pas pour faire genre non, mon boulot mérite vachement mieux, c'est pas ça, mais c'est que en fait c'est comme pour les films, c'est que du coup on se doute pas toujours du taf qu'il y a derrière et on se dit merde, t'as des, comme dit Joueur du Grenier, en fait t'as des gens qui vont juste faire une ouverture d'un colis, ils vont faire 100 000 vues et puis toi derrière tu vas ramer avec une grosse vidéo de fou où tu potasses des bouquins, tu regardes des trucs, etc. Et tu vas avoir 50 vues. Donc c'est de temps en temps, ça a tendance à plomber le moral. Et il y a un moment où il y a une époque où j'étais vraiment pas du tout dans le truc et j'étais pas dans mon assiette. Et Kaamelott m'a un peu, enfin non, pas un peu, m'a remis sur les rails.
D'accord. Donc, ça fait partie des difficultés. Après, des difficultés que pour l'instant, j'ai pas vraiment et que pour le peu que j'ai pu avoir, j'ai surmonté très rapidement. C'est tout ce qui est très mauvais commentaires, très mauvais retours, ce genre de choses. Il y a vraiment des gens fous sur YouTube, sans rire, hein. Il y a vraiment des gens bizarres. Parce qu'on peut avoir des commentaires méchants, des commentaires haineux, des trucs comme ça. Mhm. Et des fois, il y a des commentaires tellement fous. Tu sais pas d'où ça sort, hein. C'est ce qu'on a dit dans la vidéo pour les 10 000 abonnés. Enfin, il y a des gens qui nous font des propositions sexuelles. Ah oui. On peut pas Enfin, accepter ces trucs-là, c'est pas possible. Mais non, après, tout ce qui est mauvais retour et ondes négatives, je pense que quand on a vraiment beaucoup, beaucoup d'abonnés, ça peut être très. Ça peut faire très mal, ça peut être nocif. Mais dans l'idée, faut en faire abstraction parce que tant que c'est de l'ordre de 1 pour 10, c'est insignifiant en fait. ouais. Pour 9 personnes qui nous adorent, il y a une personne qui nous déteste. Oui. Ça va, le ratio est propre, quoi, donc c'est tout à fait surmontable. Mais ouais, après des difficultés, il y en a à tous les niveaux, que ce soit plus ou moins l'angoisse de la page blanche. Ah, la page blanche, pardon, Mhm. j'ai les dents qui collent. L'angoisse de la page blanche où t'as regardé le film, tu as fait plus ou moins ton truc, et en fait tu dis merde, je sais pas comment écrire ça. La vidéo qu'on a faite sur Underworld m'avait fait Mhm. ça. Underworld, j'ai mis un temps phénoménal à l'écrire parce que je n'y arrivais pas. Euh, mais c'est pareil, c'est des choses, c'est des bouchons qui arrivent de temps en temps, puis ça repart aussi vite que c'est. Le tout, c'est de ne pas lâcher l'affaire. D'accord. Donc ça serait ça le meilleur conseil à donner pour l'instant? Ne jamais lâcher? Le meilleur conseil que je pourrais donner, venant un petit peu de mon expérience, euh, toujours prêter attention à ce que disent les gens, mais ne jamais partir du principe que c'est la vérité absolue. On va toujours rencontrer des gens qui vont détester ce qu'on fait ou qui vont pas imaginer que ce qu'on fait, ça peut être utile. Ou alors, tout simplement, je me suis heurté à des choses comme ça, hein, où des gens dans le domaine privé disent, écoute, moi je te vois pas faire ça, je pense pas que ce soit fait pour toi. Si vous sentez que c'est fait pour vous, si vous sentez que vous êtes à l'aise là-dedans, faut surtout pas lâcher l'affaire. La première personne qui doit défendre ça, c'est la personne qui veut le faire. C'est-à-dire en gros vous-même, moi, etc. Faut pas s'arrêter à ce que disent les gens. On peut avoir des commentaires très négatifs, mais qui en fait sont fondés simplement sur la vision des gens. Mais on a tous des visions différentes, on a tous des goûts différents. Il y a une personne, ça peut ne pas lui plaire, elle sera peut-être pas majoritaire. Du coup, si on s'arrête à son simple avis, en fait, on fait plus rien, quoi. Donc, je pense qu'il faut pas lâcher l'affaire quand on est sûr d'avoir quelque chose qui peut fonctionner, et surtout une chose qu'on veut faire fonctionner. On veut à tout prix que ça marche, donc on va vraiment se démener pour y arriver. Je trouve ça vraiment dommage de se mettre à 200% dans quelque chose, et puis dès qu'une personne nous dit ouais mais non tu devras arrêter, d'arrêter tout de suite. C'est con, en fait, c'est l'énergie gâchée, et l'énergie on l'a mise en activité parce qu'on pensait aller dans la bonne direction. On peut se tromper des fois, mais je pense qu'il faut pas s'arrêter à un obstacle. D'accord. Ce serait un peu, c'est dommage de faire ça. D'accord. Et du coup, C'était le flow philosophe. belle philosophie. Prendre du recul. Mais pour avancer. À contrario, du coup, quelle a été la meilleure expérience sur YouTube? Enfin, avec YouTube. Ah si, c'est quand j'ai trouvé des vidéos de yoga. C'était vachement bien ça. Parce qu'il y avait des filles en maillot qui faisaient du yoga, c'était assez cool. Non, meilleure expérience YouTube. Que vous avez faite et qui vous a mis le sourire comme certains demandent dans le chat. Mais ouais, une expérience que vous avez faite, que vous avez pris plaisir à faire, que vous avez découvert en faisant votre montage, en créant du contenu, ou quelque chose qui est venu et que vous avez fait mais ça c'est génial, et qui vous a marqué.
Là, ce serait un peu compliqué de répondre. Meilleure expérience, je saurais pas trop te dire. Après, des choses qui font du bien, en règle générale, je suis très critique vis-à-vis de ce que je fais, dans le sens où quand une vidéo va sortir, on la regarde et je me dis putain, ça va être nul, ça va pas marcher, c'est pas drôle, etc. Et des fois, ça m'arrive d'éclater moi-même de rire en voyant au montage un sketch ou quelque chose et de me dire merde, c'est drôle en fait. Du coup, des fois, Tetel me charrie un peu avec ça. De temps en temps, ça m'arrive de me dire écoute, je sais que c'est pas du tout modeste de dire ça, mais des fois, je me fais rire. Et en fait, c'est une surprise qui est du coup, c'est plaisant en fait, de se dire bon, moi, quand je l'écris, ça me fait rire moi, donc je me dis bon, ça va peut-être un peu être rigolo. Et en fait, de se surprendre soi-même en se disant bah, pour le coup, c'est pas trop mal ce que j'ai écrit. Ça m'arrive aussi de le faire sur certaines analyses de films. Mhm. Quelquefois, ça peut m'arriver de revoir un épisode parce que quelqu'un m'a mis un commentaire ou quoi, puis du coup, je me dis tiens, il m'a mis un chrono en me disant à tel moment, ça c'est drôle, etc. Donc je regarde et par moments, ça m'arrive de me dire, d'être aspiré moi-même dans ma vidéo et de me dire putain, c'est assez pertinent comme analyse, ça va. Parce qu'en fait, les trois quarts du temps, je me dis tout l'inverse. Je me dis ah non, là j'en dis pas assez, ça c'est pas intéressant, ça veut rien dire. Donc ouais, la meilleure expérience, je dirais, c'est quand de temps en temps tu es satisfait de ce que tu fais. D'accord. Enfin, en tout cas pour moi, quand ça Mhm. m'arrive d'être satisfait de ce que je fais. Je me contente pas de ce que je fais, mais en tout cas, des fois, ça m'arrive de me dire bon, ça va, ça va. D'accord. Donc, j'ai vu, donc, si je me trompe pas, votre chaîne YouTube a été créée en 2015, c'est bien ça? Ouais. Et du coup, sur toutes ces années, qu'est-ce que YouTube, votre chaîne YouTube, vous a apporté dans votre vie? Quel changement Un ça a pas pu grand-mère. faire? Vache, tu poses des cols. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Du coup, on a créé la chaîne en 2015, mais on a commencé à diffuser en 2016 D'accord. parce que c'était le temps de préparation. Mais j'étais tellement émoustillé à l'idée de faire une chaîne YouTube que je l'ai créée un an trop tôt, j'aurais pas dû. Euh, Excuse-moi, redis-moi en fait, parce que je me suis perdu dans la question. Du coup, qu'est-ce que YouTube a apporté dans votre vie? Au sens où, est-ce qu'il y a quelque chose qui, depuis que vous faites YouTube, ben, ça a changé des choses, des points de vue, des Oui, connaissances? à mon niveau, pour Tetel, je sais pas trop. À mon niveau, ça a changé quelque chose, c'est mon regard sur les films. C'est-à-dire qu'au début, les premiers films qu'on a testés, mes analyses n'étaient pas vraiment basées que sur mon expérience. C'est-à-dire que ça m'arrivait aussi de traîner un peu sur, par exemple, Allociné ou des sites comme ça, de voir un petit peu quel était l'avis général, de voir ce qu'ils disaient à gauche à droite, de voir si j'étais d'accord ou pas, et ensuite de mettre ça en partie dans la critique et d'y répondre ou d'abonder dans le sens ou au contraire de dire non, ça c'est pas tout à fait juste, etc. Et en fait, maintenant, l'analyse devient plus fluide, plus simple, enfin plus simple. Disons que je commence vraiment à mieux comprendre les mécanismes et à mieux comprendre ce que je ressens en voyant un film et à le traduire et à le mettre sur papier, du coup. Ça, pour le coup, au niveau de l'analyse, ça devient plus simple. Euh, le côté chiant de faire ça, par contre, c'est que dès que tu regardes un film maintenant, tu analyses. D'accord. Ça, du coup, c'est relou. C'est Ouais. relou. Il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit avec mon fils, on regarde vos vidéos. Et maintenant, depuis la vidéo sur Piranha 3D, il arrête pas de guetter les changements de plan. Et j'avais expliqué que du coup, des fois, quand un mec est filmé comme ça et qu'après il est filmé comme ça, c'est qu'il va se passer un truc là. Et du coup, je me suis dit merde, c'est con. Parce qu'en fait, le temps que tu passes à chercher les plans, bah, tu ne regardes plus le film. Hmm. Et c'est un peu dommage. Donc, c'est un petit peu le côté négatif de faire des critiques comme ça, c'est qu'en fait, on finit par tout analyser et c'est un peu embêtant. Après, ce que ça nous apporte, c'est de la conversation dans les soirées. D'accord. Ça paraît pas, mais les gens qui disent ah tiens t'as une chaîne, ça marche comment, nanana, et tu fais quoi? Ça apporte un peu de liant dans la conversation, c'est pas mal. Mais après,
je dirais, ouais, dans la vie de tous les jours, ce serait peut-être plus un enrichissement personnel que vraiment un truc qui peut se répercuter sur toute notre vie, entre guillemets. D'accord. Du coup, j'ai une question. Donc, comment est-ce que vous vous décrirez comme youtubeur? Je sais pas, moi. Faut arrêter avec les questions comme ça, c'est fou, merde. Ah, j'aime bien les questions compliquées. Comment très beau. Comment je sais pas. Attends. Putain, le mec qui bafouille de ouf. Comment on se décrirait comme youtubeur? Comment les gens nous décriraient dans le chat? Ah Tiens, bah allez-y, ça tiens. serait pas mal. Comment vous le je renvoie décrirez, la tiens? question. Dites-nous. Je renvoie la question. Ah, ça peut être pas mal d'avoir l'avis aussi de la communauté. Drôle. D'accord. Drôle. Ah je sais qui c'est ça. Sympa et drôle. Sympathique. Le JDG des monstres. Ouais. Ah, on revient au JDG de l'époque. Complètement, ouais. Enfin, complètement dans le sens où oui, Joueur du Grenier fait partie des gens qui m'inspirent depuis le début et j'adore ce qu'ils font, et dans la mesure où on a les mêmes références en termes d'humour, Ouais. je me retrouve beaucoup dans ce qu'ils font, donc forcément ça. Du coup, il y a eu plusieurs inspirations venant de JDG, ou il y a eu d'autres inspirations? Il y a eu, excuse-moi du coup je rigole, mais parce qu'en fait je viens de voir un commentaire d'une autre personne que je connais, donc je te fais des gros bisous Fred. Putain, c'est ouf, je me perds. Tu m'as dit quoi, excuse-moi? J'ai dit, il y a eu combien d'inspirations? Il y a eu que JDG ou d'autres youtubeurs par exemple? Il y a eu le Joueur du Grenier, effectivement. Karim Debache avec Crost. Par la suite avec Chroma, même si Chroma c'est arrivé après qu'on ait créé la chaîne. Sinon sur YouTube, je traînais pas des masses sur. Enfin, je regardais pas vraiment de vidéos en fait sur YouTube. Mais il y a aussi le Fossoyeur de films. J'aime bien ces vidéos. Là pour le coup, Fossoyeur de films, je dirais, c'est entre Karim Debache et vraiment un très très grand pro cinéma. C'est que le Fossoyeur de film, c'est vraiment pointu. Hein. C'est le mec, c'est des analyses claires, c'est propre, c'est net et tout. Non pas que les autres soient pas propres, mais je veux dire, le Fossoyeur, c'est vraiment un niveau au-dessus. Mais à part ces trois-là, j'ai pas vraiment d'inspiration YouTube. Mais c'est principalement Joueur du Grenier, effectivement. D'accord. Mozilla. Pour en revenir à des questions un peu plus simples, donc si par exemple quelqu'un venait vous voir et vous demanderait des conseils parce qu'il voudrait faire exactement la même chose que vous, ça serait quoi comme conseil pour se lancer sur YouTube? Démerde-toi. On m'a pas aidé, tu te démerdes. Non, pas du tout. Non, comme conseil, un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure en fait, c'est que faut que tu trouves un domaine dans lequel tu es à l'aise. Par exemple, j'ai eu l'occasion, il y a à peu près 6 ans, de faire les cours Florent avec Nino Arial. Nino Arial, je sais pas si tu connais du coup, il y a une chaîne sur YouTube, je crois qu'il a 600 et quelques mille abonnés, donc il commence déjà à peser un petit peu. J'ai fait les cours Florent avec lui, on les a quittés en même temps. Et quand j'y avais fait voir le premier montage de Carnosaur, il m'avait dit écoute, c'est pas mal, mais le problème c'est que ta vidéo est vachement longue. Parce que ce qui marche sur YouTube, c'est beaucoup plus court, le générique, machin, c'est long, bon. Le truc, c'est que faire le format qui marche juste pour faire un format qui marche, ça ne m'intéresse absolument pas. Il y a des gens pour qui, quand ils se lancent sur YouTube, le contenu s'adapte au format. Moi, c'est le format qui s'adapte au contenu. C'est que si j'ai beaucoup à dire, ça va être long. Ça peut peut-être embêter les gens, mais ça va être long. Si j'ai rien à dire, ça sert à rien d'étirer, à faire des trucs juste histoire que ça dure un quart d'heure au lieu de 12 minutes. Donc, faut faire un truc qui nous plaît, où on est à l'aise, où on a aussi des connaissances, ou en tout cas pour lequel on a envie de s'investir pour apprendre des choses.
quitte à passer une ou deux nuits blanches pour potasser un petit peu. Et puis ouais, faut le faire comme on le sent. Faut pas essayer de rentrer dans un moule à tout prix. Très franchement, je sais pas si c'est vraiment un débat, mais j'ai entendu beaucoup de gens en parler. Le truc de dire sur YouTube, ce qui marche, c'est ça dure 5 minutes, il n'y a pas vraiment de générique, c'est juste un titre, machin. Je pense vraiment que les gens, c'est juste une question d'habitude. Si les gens, tu les habitues à regarder vraiment des contenus variés en termes de durée, en termes de contenu, de propos, etc., les gens vont s'y faire. Ce que je pense, c'est qu'au début de YouTube, il y avait beaucoup. Enfin, si tu prends les pionniers de YouTube, ils faisaient des vidéos qui duraient 4-5 minutes, c'était des podcasts, c'était Cyprien, Norman, etc. Comme eux ont percé, il y a des gens qui se sont inspirés d'eux, donc qui ont fait plus ou moins les mêmes formats. Et du coup, ceux qui se sont inspirés de ceux qui se sont inspirés de ceux qui ont créé les formats, Inception niveau 3, et ben en fait, ils sont partis du principe qu'il n'y avait que ça qui pouvait fonctionner. Je pense que créer une diversité, c'est faisable. Il faut juste que les gens l'acceptent et prennent l'habitude de ça. Parce que après, c'est pareil, hein, moi, je peux pas expliquer ce que je veux expliquer en 5 minutes. C'est pas possible. Oui. Carnosaur, vraiment, ça a été une grosse phase de test. J'ai réécrit 3 fois l'épisode. Il y a eu 2 versions différentes de l'épisode. Malheureusement, j'ai perdu la première version. Mais au début, je crois que ça devait durer peut-être 16 minutes, la première version, et je l'ai baissé à 13, un truc comme ça. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, bah non, je peux pas enlever des trucs, c'est pas possible. Parce que ça ne s'y prête pas. Alors effectivement, à cause de ça, on a mis beaucoup de temps à monter en abonnés, en vues, etc. Parce que tout le monde n'est pas enclin à regarder une vidéo mal éclairée, avec un son dégueulasse, qui dure 20 minutes. Tout le monde n'est pas enclin à faire ça, c'est sûr. Mais ouais, c'est vraiment le conseil que je donnerais. Faire un truc qui plaît, dans lequel on est à l'aise, et comme on sent. D'accord. Maintenant, il peut y avoir des désillusions. On peut très bien trouver que ça, c'est un bon format, et puis malheureusement, se ramasser. Ça arrive. Faut essayer. Voilà. Qui ne tente rien n'a rien. Donc, question simple aussi. Quelle est votre vidéo préférée que vous avez faite? Quelle est celle que vous préférez le plus? Vidéo que je préfère le plus. Je m'étais préparé à une époque à cette question, mais le problème, c'est que je me rappelle plus ce que j'avais préparé. Elle est dure comme question. Le problème, c'est qu'en fait, bon, c'est ce que disent les gens, donc je vais me cacher en disant que je rapporte juste leurs propos. A priori, la qualité des vidéos augmente à chaque vidéo. À chaque fois, c'est de mieux en mieux. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais ça a l'air de prendre ce chemin-là. Donc en fait, la meilleure, c'est plus ou moins une des dernières, et je pense que c'est Godzilla, de Godzilla 2014, du coup. Parce que déjà, en termes de tout ce qu'on a fait comme boulot derrière, au niveau montage, comment ça s'est goupillé, au niveau des sketchs qu'on a fait, on a passé des très bons moments, on s'est vraiment marré. Il y a même quelqu'un il s'appelle Fabien, qui est tout nouveau en fait, qui avait jamais tourné, et il s'est trouvé là par hasard. Du coup, il a participé à un sketch. C'était un plaisir de l'avoir avec nous. Donc ouais, ce serait Godzilla du coup, parce que même le propos me paraît à peu près cohérent. Ça me paraît pas trop mal écrit. Je dirais que je me suis pas trop mal démerdé là-dessus. Donc disons que elle dure 36 minutes, et en plus les 3/4 des gens ont dit waouh, ça passe comme une flèche, on le sent pas. Donc ouais, vraiment un plaisir que j'ai moi-même à revoir certains trucs, à revoir certaines vidéos, pardon. De toutes les vidéos que j'aime bien revoir, c'est Godzilla que j'aime le plus. D'accord. Et question inverse, celle que vous aimez le moins? Toutes. Celle que j'aime le moins, pardon, j'ai failli me viander. Celle que j'aime le moins, c'est dans les débuts. Celle que j'aime le moins, c'est dans les débuts. Il y en a 2 ou 3 quand même que j'aime pas des masses, non pas parce que je les trouve vraiment nuls ou quoi que ce soit, mais parce que je me dis, j'avais pas la plume que j'ai maintenant, et si je refaisais les vidéos, je pense qu'elles seraient largement mieux. Je pense à Carnosaur. Carnosaur, je pourrais faire un truc bien meilleur.
Tremors aussi, c'était l'épisode 7. Tremors, en fait, est arrivé à une période où on allait déménager. Et il y avait déjà pas mal de trucs dans les cartons. Et du coup, ça me cassait un peu les pieds de sortir l'attirail pour faire les sketchs sur le fond vert. Donc en fait, on n'en a pas fait. Je crois que c'est la... Ouais, en plus, ouais, il y en a vraiment pas. Tremors est la seule et unique vidéo où il n'y a pas de sketch. D'accord. Vraiment pas de sketch du tout. Donc, ouais, Tremors, j'aimerais beaucoup la refaire. Et peut-être The Mist aussi, ouais. The Mist aussi, ouais. Mais après, c'est pas que je les déteste, mais c'est que je pense qu'elles auraient pu être bien meilleures. Mais en même temps, voilà, c'était les débuts, donc c'est comme ça. Forcément. Et oui. Ok. Bon, on va passer à la seconde partie. La partie où le chat va continuer de poser des questions. Et j'ai déjà commencé à en noter. Ok. Donc, vous avez de la chance. J'ai aussi noté votre pseudo. Donc, première question posée par Ellie Guest. C'est: verra-t-on un jour un métrage de monstres sur la chaîne? C'est des questions qu'on pose à tous les youtubeurs, je pense. Alors, dans l'immédiat, cette réponse arrive dans l'immédiat. On ne sait pas ce qui peut se passer plus tard. Non, c'est absolument pas prévu. Maintenant, il faut savoir que j'ai envie que les vidéos prennent une tournure un tout petit peu plus scénarisée. C'est quelque chose qu'on va amener petit à petit. Je sais que les vidéos scénarisées, ça a tendance un petit peu à rebuter les gens, parce que les gens se disent « Ah ouais, mais du coup, il est plus sur ça », et après, la critique, il n'y en a pas vraiment. Mais en fait, ça va prendre une tournure un petit peu plus cinéma, en même temps qu'on va un petit peu se professionnaliser, entre guillemets. Donc non, un long métrage, il n'y en aura pas. Mais en tout cas, il y aura des parties scénarisées au fur et à mesure. Et allez, je vais poser la question à un ami. Luxor, est-ce que je leur dis pour 2022 ou pas? Tu me réponds. J'attends. Mais du coup, pas de long métrage. Je reviendrai sur ça après quand j'aurai la réponse. Alors, seconde question de Trémis. Penses-tu faire évoluer le concept de la chaîne? Ça rejoint un peu la question d'avant, mais... Effectivement. Alors après, je sais pas exactement ce que tu entends. Alors je sais pas exactement. Tu as dit c'est qui l'a posé la C'est question? Trémis. Trémis. Et je l'ai vu tout à l'heure, mais je sais plus où il est. En fait, ouais, évoluer, je sais pas trop ce que tu imagines au niveau évolution, mais un cours de genre 2 minutes avec des références à des nanars assez parodiques, ça pourrait être sympa. Quoi? Un cours de 2 minutes avec des références à des nanars. Ah ouais, un petit truc comme ça, peut-être. Peut-être. J'avoue que ça m'arrive de temps en temps de penser à des petits sketchs, des petites vidéos, pas de monstres de film, mais des petits trucs peut-être sur une autre chaîne un jour, je sais pas. Des petits courts-métrages, ouais, effectivement. Des petits trucs un peu humoristiques sur le cinéma, sur les films, sur les gros nanars qu'on teste, c'est l'horreur. Mais ouais, pourquoi pas. Après, effectivement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, au fur et à mesure des vidéos, on rajoutera des petits bouts scénarisés et vous verrez qu'en fait, il y aura un fil rouge qui va vraiment tenir jusqu'à la fin, tout fin de Monstres de Film. Il faut savoir que la fin de Monstres de Film, je l'ai déjà en tête. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera, j'espère le plus tard possible. Mais je l'ai déjà en tête. Donc sachez que ce qu'on va mettre en place maintenant, ce qui a déjà commencé d'ailleurs avec la vidéo de Rampage, où à la fin on voit mon père qui arrive chez moi. Ça va commencer là et ça terminera à la toute fin de Monstres de Film. Et du coup, je rebondis puisque mon petit chéri Luxor m'a dit oui. L'été 2022 va être un moment charnière dans l'histoire de notre chaîne, comment je cause bien, parce qu'en fait, on va avoir un très gros tournage. Je ne parle pas encore du film qu'on va traiter, mais on va avoir un très très gros tournage extérieur, costumes, effets spéciaux, patati patata. Je suis déjà en train de faire tout le truc dans ma tête. Donc pour 2022, on va avoir quelque chose de grand, très grand. D'accord. Pour notre chaîne à ce niveau-là, hein. Très grand pour l'instant. Mais en tout cas, ça va être quelque chose de très différent et de complètement inédit par rapport à ce qu'on
n'aura fait sur la chaîne d'ici jusque-là. Bon, avec ça, je pense qu'ils vont être totalement hypés. Alors, Grave, j'ai mis 10 balles dans le jukebox. alors, question de Lost. Comment t'imagines-tu dans 5 ans? Oh putain, les questions. Ça, c'est un mec qui est cadre ou un truc comme ça. Ça, c'est des questions de chef. Ça. Comment tu t'imagines dans 5 ans exactement? Quelles sont tes ambitions? Sensiblement de la même taille, peut-être un petit peu plus maigre, avec un peu plus de muscles, parce que normalement, je dois travailler ça pour le fameux été 2022. Comment je me vois dans 5 ans? Honnêtement, j'espère que dans 5 ans, Monstre de Film aura pris une ampleur plus conséquente, histoire... L'idée de vivre de YouTube, c'est pas spécialement un truc qui me préoccupe pour dire j'envie ou alors ouais les pépettes $. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est que j'aimerais pouvoir en vivre pour passer 100% de mon temps sur les vidéos. Donc en fait, si dans 5 ans, ça pouvait déjà être en place depuis un petit moment, j'aimerais pas que ça arrive vraiment, ça commence dans 5 ans. Mais ouais, j'aimerais vraiment qu'on puisse vraiment passer 100% de notre temps dessus et faire des vidéos beaucoup plus travaillées, beaucoup plus soignées, vraiment, vraiment super propres, quoi. Donc, dans 5 ans, j'espère être un YouTuber beaucoup plus pro. D'accord. Voilà. Donc, question de Kiba. Est-ce que tu as ressenti de la pression vis-à-vis de ta communauté, commentaires, et comment tu as fait pour trouver la niaque? Alors, si du coup, ils sont dans la communauté, donc je peux les mentionner. La commu en elle-même a jamais vraiment exercé une pression. Par contre, les copains, les gens qui se disent des copains, qui te disent alors la prochaine vidéo, c'est pour quand? Qui limite avec un bâton, tu sais, ils te l'enfoncent comme ça pour te dire alors la prochaine, c'est pour quand? J'ai un pote qui voulait me taper parce que j'avais dit la vidéo sortira genre le 12 et elle est sortie 2 semaines après. Le 12, il m'a dit alors, elle est où la vidéo? On est où là? Comment on fait? Donc, non, il y a aucune pression. Au contraire, ça pour le coup, je profite de, de cette interview en live pour le dire. On a une commu qui est absolument géniale. Les gens sont d'une gentillesse. C'est ouf parce que j'imaginais pas spécifiquement que YouTube pouvait être un monde horrible avec plein de gens méchants, etc. Mais en fait, on est vraiment sur des gens qui sont adorables, qui dans les commentaires sont toujours bienveillants, qui aussi n'hésitent pas à dire quand il y a des erreurs, quand il y a des choses qui ne vont pas, etc. Mais en fait, j'ai envie de dire d'une certaine manière, la niaque, c'est un petit peu eux aussi. C'est que quand tu as tendance à douter de toi et que tu dis est-ce que ce que je fais c'est vraiment bon, est-ce que je perds pas mon temps à faire ça, quand tu as plein de gens qui t'envoient des messages, qui te disent je regarde ça avec mon fils, je regarde ça avec ma fille, on regarde ça avec les enfants, ma femme et moi, on adore. Ce genre de choses, c'est un moteur qui est vraiment... c'est du bonheur en barre, quoi. Donc, l'agnac, c'est ça. D'accord. Et bien sûr, la famille, les amis, tous les gens qui motivent, qui disent ouais, vas-y, c'est cool et tout, continue, franchement, archi bien, etc. Et surtout, la plus belle motivation que j'ai, c'était elle, qui est toujours à mes côtés, qui depuis le début me dit bah, si t'aimes ça, il faut y aller, faut. Maintenant, elle devient chiante, hein, parce qu'elle a tendance à me mettre des coups comme ça en disant allez, faut y aller, là, faut bosser, hein, ça va pas se faire tout seul. Mais ouais, la motivation, c'est tous les gens qui nous adorent et puis même les résultats, en fait. Si on avait très peu de vues sur nos vidéos, c'est que nos vidéos seraient pas intéressantes ou si on avait beaucoup de pouces vers le bas. Donc tout ça, c'est beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est la commu, le vrai moteur. D'accord. Alors, question de Cédric. Aimerais-tu faire acteur comme métier? Non, question. franchement, non. Ça me dit trop rien. S'il y avait eu la possibilité, ça aurait pas été un projet. Non, si. Non, le cinéma, bien sûr, c'est un domaine dans lequel je veux travailler. Je me rends compte. Alors pour le coup, je suis brouillon à ce niveau-là. En fait, je suis très bizarre comme mec parce que je suis quelqu'un de minutieux et en même temps, je suis bordélique et brouillon, c'est n'importe quoi.
Parce qu'en fait, j'aimerais bosser dans le cinéma. Ma première vocation était d'être acteur. Depuis tout jeune, je fais du théâtre. Et pour te dire, en 6e, j'avais fait une pièce de théâtre avec, avec ma classe. Et on m'avait filé le premier rôle. On avait fait une représentation dans un tout petit théâtre de Paris. Et je me rappelle que les gens étaient venus me voir à la fin pour me dire franchement bravo et tout, truc de ouf. Et en fait, quand t'entends ça, quand toute ta vie, t'entends les copains qui disent mais tu devrais faire du spectacle ou tu devrais faire des films, des trucs comme ça. Tu cogites, et un jour tu te dis bon, peut-être que je dois avoir des dispositions pour. Donc, ouais, acteur, ça me plairait énormément, mais avec le temps, je me rends compte que j'aimerais beaucoup réaliser, scénariser, etc. Parce que je suis une vraie boîte à idées et ça m'énerve de les avoir tout le temps en tête. En fait, tant qu'elles ne sont pas couchées sur le papier et ensuite en vidéo, elles sont là, elles tournent et au bout d'un moment, c'est chiant parce que j'ai 150 000 pensées en même temps et je me dis que ça serait dommage que je puisse pas leur donner vie et peut-être montrer un peu aux gens de quoi je suis capable. Ouais. D'accord. Donc oui, bien sûr. J'ai envie, bien sûr, s'il vous plaît. Ça aurait été fait si c'était possible. Oui, carrément. Mais c'est pas encore joué. Alors, question de The Bee. Monstre des films se concentre-t-il sur des monstres horrifiques ou se concentrera-t-il aussi sur des monstres inoffensifs genre E.T. ? Tout à fait. Tout à fait. Faut savoir que la notion de monstre est hyper complexe en fait. Enfin, en tout cas, moi je la trouve très complexe parce que au tout début où on a créé la chaîne, pardon, j'avais été chez des amis et en fait leur père m'avait dit du coup tu fais quoi avec tes vidéos? Je parle de films de monstres. Donc voilà, les monstres au cinéma, il y a ça comme monstre, etc. Et puis il m'a regardé, il m'a dit du coup tu vas faire un film sur Hulk. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Il y a une petite coupure. Désolé, c'est les alléluia du direct. Je disais quoi? Ah oui, je sais pas où est-ce que ça a coupé, pardon. Ça s'est arrêté du coup sur se concentrera-t-il sur des monstres inoffensifs, enfin sur des monstres horrifiques, ou il y aura aussi des monstres inoffensifs comme E.T. ou autre? Oui, du coup, oui, bien sûr, E.T., on va en parler. E.T. est un monstre. Parce qu'en fait, le terme de monstre, c'est pour ça que du coup, je racontais cette histoire sur Hulk. C'est parce qu'en fait, Hulk, ouais, c'est un monstre aussi. Sauf que Hulk, c'est l'univers des super-héros, etc. Mais objectivement, ouais, je pourrais faire un film de Hulk en monstre de film. Sauf que c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire parce que du coup, le terme de monstre est hyper vague. Je suis même allé chercher jusqu'à l'étymologie de monstre, d'où ça vient, machin. Je peux faire un petit cours de latin s'il faut. Mais en fait, ouais, le monstre, c'est tout ce qui est hors norme. C'est tout ce qui sort de la norme, qui peut faire peur et qui dérange, en fait. D'accord. Donc, E.T. est affreux, faut dire ce qu'il est. Donc, il sort de la norme et bien sûr, c'est un extraterrestre. Donc, un extraterrestre, j'ai envie de dire, par définition, est un monstre. Même s'il peut y en avoir des très gentils, des très. Comme la mutante, par exemple. La mutante est très jolie, mais c'est un extraterrestre, c'est un monstre. Après, dans un autre registre, il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit ouais, mais tu dis que tu vas parler des dents de la mer, mais le requin, c'est pas un monstre. Non, parce que c'est un animal, mais oui, de par son comportement et le gabarit qu'il a, et de la manière dont il est présenté dans le film. Donc, monstres gentils, ouais, on en fera des monstres gentils, mais évidemment, majoritairement, les monstres au cinéma sont méchants. C'est comme ça. Mais ils sont incompris. Et le but, c'est de les faire comprendre. Exactement. Du coup, dans le chat, n'hésitez vraiment pas à poser un maximum de questions. Est-ce que vous acceptez de répondre aux questions de type quel sera le prochain nom de film, ou vous préférez vous concentrer sur des questions plus ordre youtubeur? Non, on peut faire de tout, ça me gêne pas. Ok. Du coup, il y a... Oui, pardon. Du coup, il y a un Pierre qui pose comme question quel sera le prochain nom de film. Eh ben, je te répondrai pas parce que on a mis un tout petit bout de comment on appelle ça, mince, je perds mes mots, c'est affolant.
Non, en fait, à chaque fin de vidéo, on essaye de faire un truc pour que vous puissiez deviner, mais c'est pas super compliqué à deviner, mais non, ce sera The Meg. Du coup, je te le dis quand même, je rigole évidemment. Ce sera The Meg, autrement appelé En eau trouble, parce qu'en France, on ne sait pas traduire les titres de films correctement. Un trailer, merci Paul Tage, je sais pas si je le dis. C'est bon, c'est comme ça, c'est Paul Tage. Donc oui, ce sera The Meg. Ok. Donc du coup, question de Krabi. Est-ce qu'il y aura d'autres concepts de vidéos en plus de ceux qui existent? Je pense pas, en tout cas, il y en a pas qui me viennent comme ça, parce que les monstres de sortie, on a complètement arrêté, parce que ce qui me plaisait pas avec les monstres de sortie, c'est que j'avais pas assez de recul sur le film, j'avais pas assez d'infos, et ça me plaisait pas, parce que c'était un jugement à chaud. Ça peut être bien, mais je veux dire, très souvent, je constate que mon avis a tendance à changer avec le temps, avec de nouveaux visionnages. Donc je me dis, c'est pas intéressant. Les monstres de l'été me sont venus à l'idée parce que je me suis dit, ben en fait, je vais pas faire un monstre de film sur, je sais pas moi, Carnosaur 3, par exemple. Parce qu'en fait, pour faire un monstre de film, j'ai besoin d'avoir des making-of, j'achète beaucoup de revues, des anciennes revues de Mad Movies. Sur le site de Mad Movies, on peut acheter des revues qui datent des années 80, donc pour des vieux films, c'est pratique. Mais des fois, il n'y a rien, en fait. Il n'y a que dalle. Donc, comme j'ai pas d'infos, bah, je me dis, je vais pas faire un monstre de film de 20 minutes sur un film sur lequel je peux rien dire. Donc, j'ai préféré faire ce petit format. En plus, comme c'est l'été, ça permet de faire des trucs plus cool, moins prise de tête, moins long dans le montage. Mais après, en termes de format, non, j'envisage pas de faire... Enfin, j'envisage pas. En fait, je suis désolé de dire, je me sens un peu bête quand je dis jeu parce que c'est on avec Tetel, mais concrètement, les idées de format, c'est moi qui les ai. Donc, je vais dire jeu pour le coup. Mais non, j'ai pas d'autres idées de format, en tout cas pour l'instant. Peut-être que dans le futur, il y en aura, je sais pas. Mais là, dans l'immédiat, non. J'ai pas aucune idée pour ça. Alors, question de luxe, est-ce que tu vas faire des monstres de l'hiver? Il a dit ça. Putain, c'est pas possible. Lui, je ne répondrai pas parce que je le connais. Il connaît ma réponse. Parce Non. qu'après, on fait quoi, hein, on fait des monstres de Pâques, on fait des monstres des vacances de février, on fait des monstres de l'Ascension. Non mais oh, Non, où là? question plus sérieuse, question de Lost qui demande quels seront les monstres que tu ne feras jamais? Je sais pas. Dans l'idée comme ça, je te dirais aucun. Parce Ok. que j'ai envie de faire tout ce qui existe comme monstre. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, si tu pars du principe que Hulk est un monstre, bah Hulk, je ne le ferai pas, du coup. Parce que en fait, ça sonne plus film de super-héros que vraiment film de monstres. D'ailleurs, au passage, dans les films de monstres, ce seront principalement des films fantastiques, des films de science-fiction ou d'horreur. Dans des cas très très rares, il y aura peut-être des films, enfin non, sûrement, il y aura des films humoristiques, parce que par exemple, il y a Shaun of the Dead, en film humoristique, Bienvenue à Zombieland, etc. Et il y a encore d'autres films avec des tons humoristiques, comme La Petite Boutique des Horreurs. Mais par contre, pour des trucs comme, comme des trucs de super-héros, ou je sais pas ce qui me viendrait à l'esprit. Si, il y a un film avec Ben Stiller qui s'appelle Voisin du troisième type, un truc comme ça. Bah, ça, par exemple, je le ferai pas, du coup. Parce que je sais pas, en fait. Je sais pas. Et en même temps, j'ai envie de dire, j'ai pas spécialement l'occasion de penser à ça parce qu'il y a tellement déjà de films à faire que j'ai même pas la possibilité de me dire est-ce qu'il y a des films que je ferais pas. Je pense pas. Par contre, il y a juste un truc que je voudrais te dire dans la vidéo de, je ne sais plus. Dans une vidéo, je disais que Starship Troopers 2, j'en parlerai jamais. Je me suis trompé. J'en parlerai dans un monstre de l'été, du coup, mais pas dans un monstre de film. Parce que Starship Troopers 2, il y a quand même des choses à dire. D'accord. Donc, voilà. Si tu avais l'occasion de pouvoir faire un film par tes propres moyens, quel monstre choisirais-tu? De la part de Whiter. Les dinosaures, évidemment. Les dinosaures, toujours. Les dinosaures. Concrètement, si j'en avais vraiment la possibilité, et je blague pas,
alors que bon, c'est un truc de ouf. Si j'en avais vraiment la possibilité, je ferais un remake de Carnosaur, sans blague. D'accord. Juste pour la scène du T-Rex contre le Tractopelle. Juste pour ça. Ce serait ma réelle motivation pour le film. Parce que je trouve que l'idée d'un T-Rex qui combat un engin de chantier, je trouve ça C'est trop vrai, bien. c'est vrai. Donc j'aimerais le faire avec des gros moyens, ce serait d'enfer. Mais sinon, ouais, non, les dinosaures, y a rien à faire. Je veux dans les dinosaures. Et il y a comme une passion pour les dinosaures quelque part, non? Complètement, ouais, carrément. Bah, tu sais, Jurassic Park, je l'ai découvert à 5 ans. De ça, je me suis intéressé aux dinosaures. Et ça ne s'est jamais arrêté. Donc, ça s'est jamais arrêté et ça ne s'arrêtera jamais parce que c'est à la fois à cause de Jurassic Park, mais c'est surtout parce que vraiment ces animaux me fascinent. Moi, je trouve ça vraiment fascinant de me dire qu'il y avait des bestiaux de 30 mètres de long ou de 6 mètres de haut qui marchaient là où on marche aujourd'hui, il y a 100, 150 millions d'années. Je trouve ça hyper fascinant. D'accord. Du coup, on arrive à la fin de l'interview. Donc, c'est bientôt la fin, et oui. Après, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à en poser. Si elles sont intéressantes, je les poserai. Je ne dis pas après que toutes les questions sont pas intéressantes, mais faut qu'elles soient assez pertinentes quand même. Attends, parce qu'en fait, je me permets, j'en ai vu une Vas-y. tout à l'heure. J'en ai vu une tout à l'heure qui m'a interloqué. Considères-tu Terminator comme un monstre? Ouais, ouais, carrément. Surtout le premier, du coup, parce que c'est une créature sans sentiment, sans âme, qui avance, qui tue, qui détruit, qui est inarrêtable, qui est un monstre, du coup. Et puis parce que j'ai des petites idées de scénarisation avec le thème de Terminator que j'aurais bien envie de mettre en scène. Donc ouais, je pense que je le ferai. D'accord. Question de Trémis. À quand une critique de Peur Bleue? Toi qui en parles beaucoup. Ah, ouais, Peur Bleue, on me le demande énormément, enfin on nous le demande énormément, pardon. Peur Bleue, vous inquiétez pas, ça arrivera. Peur Bleue est un film que j'aime beaucoup, donc je veux prendre un peu le temps. J'ai pas trop d'idées de scénarisation sur Peur Bleue, contrairement à Un Cri dans l'océan. Je sais qu'Un Cri dans l'océan, il y a masse de monde qui nous le demande. Mais Peur Bleue, ouais, vous inquiétez pas, ça va venir. Parce que je l'aime bien et j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Mais quand? Du coup, question d'Eli. Robocop, un monstre ou pas? J'imagine que le lien est vis-à-vis de Terminator. Effectivement, j'ai envie de répondre Joker. Je sais pas, merde, putain, c'est une question à la con. C'est une question à la con. Monstre ou pas? Comme ça, à l'instinct, je dirais non, parce qu'il m'inspire pas. Il m'inspire pas. Il n'y a pas une aura de monstre qui se dégage de lui. K1 dans dans Robocop 2 pourrait être un monstre, mais Robocop, non, je le vois pas du tout comme un monstre. Pas du tout. Comme un mec qui a pas eu de bol, mais pas comme un monstre. Question de Will Splash. As-tu pu monétiser ta chaîne et donc financer des vidéos avec? Alors, la chaîne est monétisée depuis qu'on a 1000 abonnés. On n'a pas touché un copec depuis. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, ça dort sur un compte, le compte Google AdSense, qui est un espèce de compte virtuel en fait qu'on a quand on monétise. Et en fait, c'est de ce compte-là qu'on envoie sur notre compte à nous. Mais dans l'immédiat, on n'a rien touché parce qu'on prend notre temps à ce niveau-là. On veut faire les choses bien. On va créer incessamment sous peu une société, une entreprise monstre de film du coup. Et cet argent ira dessus parce que je veux vraiment qu'on fasse un truc propre et qu'on puisse mettre en place des choses plus professionnelles. Donc je pense qu'il faudra qu'on passe par
un système de fonctionnement un peu plus pro, donc par le biais d'une entreprise. Donc je veux qu'on ait cette entreprise pour qu'on puisse passer l'argent dessus et que ça ne vienne pas directement dans nos poches. Je veux vraiment que ça serve à Monstre de Film, du coup. Même si on peut mettre ça sur nos comptes à nous et s'en servir. Mais c'est un petit peu monk dans ma tête, donc je veux que ce soit carré. Et il faut que ce soit une société, une entreprise qui gère ça. Donc pour l'instant, on n'y a pas touché, mais effectivement, on a monétisé. Et c'est sympa de voir un petit peu d'argent rentrer dans les caisses. C'est plutôt cool. D'accord. C'est le bonheur de YouTube. Question de Otaku Judge qui a posé la question 2 fois. Oui, J'ai une petite question. Est-ce qu'un jour tu t'attaquerais à l'un des films ou tous les films qui composent la trilogie Game Camera des années 90? Question complète. Ah oui, Gamera, oui, il y a déjà quelqu'un qui m'en a parlé. Alors en fait, Gamera, je n'ai jamais vu un seul de ces films-là. Parce que le seul monstre japonais que je connais, c'est Godzilla, évidemment. Mais Gamera, pour le coup, me titille un petit peu, parce que j'ai eu l'occasion de voir un bout de film des années 90, je crois, qui m'avait l'air assez sympa. Et en plus, je crois qu'ils ont refait un film en 2017, mais genre gros effets spéciaux et tout, et ça a l'air très sympa. Donc Gamera, il faudra d'abord qu'on se les mate, qu'on se renseigne un peu dessus, et ouais, à l'occasion, on fera plusieurs épisodes dessus, parce qu'il y a plusieurs films du coup de Gamera. Donc ouais, on fera des épisodes sur Gamera. J'ai du mal à finir mes phrases. C'est pas grave. Question de Lost. Un Patreon pour financer les projets participatifs? Un quoi? Un Patreon, c'est en gros, est-ce qu'il y aura-t-il la possibilité à la communauté de participer pour financer vos projets? Alors, je vais répondre le plus honnêtement du monde en fait. J'aime bien essayer de mettre des formes pour pas trop montrer ma vraie manière de parler parce que je suis un petit peu brut de décoffrage sans trop le vouloir. Je ne veux pas de ça, vraiment. Là pour le coup, les gens qui le font, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Moi, je ne juge vraiment pas. Mais pour moi, je ne veux pas de ça. Je veux pas que les gens nous financent gratuitement. Je veux pas recevoir de l'argent comme ça pas pour rien parce qu'il y a une motivation derrière, mais je sais pas, ça me gêne d'avoir de l'argent donné par les gens comme ça sans qu'ils aient vraiment un truc derrière, même si quelque part ils ont des vidéos du coup de meilleure qualité derrière. Mais je sais pas, j'ai un problème avec ça. Tous les trucs, les Tipeee, les crowdfunding, etc. On n'en fera jamais parce que j'en veux pas. Je préfère les systèmes comme l'affiliation où si les gens veulent s'acheter un film, ça permet de nous financer au passage parce que c'est un truc pour eux et en même temps ça nous sert un peu. Mais un truc où c'est 100% on vous donne parce qu'on vous aime, j'aime pas ça. C'est D'accord. peut-être curieux, mais j'aime pas ça. Oh, ça peut se comprendre après. Question de Fred. Imaginerais-tu des features avec JDG ou autre? Ce serait ouf. Ce serait absolument ouf. Ça pourrait. Ah ouais, je comprends. J'ai du mal à parler. C'est fou. On parle de JDG, je ne me sens plus. Bien sûr, je voudrais pouvoir faire une vidéo avec JDG. Autant apparaître même comme un figurant qui passe façon Alfred Hitchcock avec un chien dans le fond et qu'on le voit à peine dans une de leurs vidéos. Mais bien sûr, s'il y avait moyen qu'ils apparaissent dans une des nôtres, ce serait ouf parce que Fred et Seb me font hurler de rire et ça a l'air d'être des mecs en plus très cool. Donc franchement, ce serait un vrai plaisir de pouvoir participer avec eux à une vidéo. Ce serait ouf. D'accord. Et Karim Debache. Question du coup de Will Splash. As-tu eu peur de t'afficher sur YouTube? Peur d'être reconnu ou autre? Rien à branler, mais alors complètement. Non, franchement, ouais, ça ne m'a jamais freiné. Au contraire. Dans la mesure où depuis très longtemps j'ai envie d'être acteur, je me suis fait à l'idée que en fait, faut que tu te montres. T'as pas le choix. T'as des défauts, tu vas devoir montrer ton gros nez à la caméra. Mais non, j'ai jamais été freiné par ça. Au contraire. C'est moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est le compte rendu du travail que j'ai fourni. Mais après, le fait de se dire ouais mais on va me regarder et tout.
m'en fous. J'ai autre chose à penser, franchement. Donc, non, ça m'a jamais freiné. Et du coup, ça serait quoi le conseil pour ceux qui auraient peur de se montrer? Bats-toi-en les balls. Ouais, ouais. Non, si, en plus, ouais, c'est ça, au final. Mon vrai conseil, c'est faut s'en foutre en réalité. Parce qu'il peut y avoir des gens qui peuvent juger l'apparence. Genre du Grenier a été victime de ça. Mais en fait, disons que je me permets d'être vachement sélectif dans ce que j'ai envie de retenir. Je ne supprime jamais les commentaires négatifs parce que les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. C'est comme ça. Moi, je n'ai pas envie qu'on m'empêche de dire ce que j'ai à dire, donc je n'empêche pas les gens de dire ce qu'ils ont à dire. Mais faut prendre que ce qui t'arrange, j'ai envie de te dire. Dans les commentaires, faut prendre ce qui t'arrange. Quand les gens te disent que tu fais du bon taf, quand les gens te disent, bah écoute, c'est pas mal, mais tu devrais améliorer ça, tu devrais essayer ça, etc. Ça, faut le prendre. Mais les gens qui disent, ah la gueule, ah, c'est pas drôle, c'est nul, un coup de balai et basta. Franchement, c'est absolument pas. Faut surtout pas garder ça. La vie est suffisamment chiante pour en plus se préoccuper de commentaires à la con. Après, je te dis ça se trouve, dans un an, il va y avoir une vague de commentaires monstrueuse. Je vais être prostré comme ça dans mon lit, sous la douche, à pleurer comme ça. Mais non, franchement, faut aller à l'essentiel. Faut garder ce qui nous permet d'avancer. Le reste. Ok. Alors, du coup, dernière question. Je l'avais vue, elle est passée, et je crois que je l'ai pas dit. Alors, je sais pas qui c'était, mais je l'ai vue. C'était: feras-tu des monstres de dessins animés, de films d'animation? Ouais, alors, à l'instar de JDG, on fera des hors-séries sur différents sujets, notamment un hors-série. Alors là, du coup, je vais me tirer une balle dans le pied parce que du coup, ça veut dire que je vais vraiment être obligé de bûcher vénère dessus pour le faire. Un hors-série pour Halloween sur les slashers. Parce que les Oh. slashers, justement, font partie de ces personnages de films qui me cassent la tête. Parce que slasher, monstre ou pas. Alors d'un côté, on a un mec qui te tue dans tes rêves, d'un côté, on a un mec qui meurt et qui revient, d'un côté, on a un mec qui se vaudouise en poupée. C'est des monstres, mais en même temps, je sais pas comment traiter le truc. Donc il y aura un hors-série sur ça, il y aura des hors-séries sur les dessins animés de monstres, il y aura des hors-séries sur j'avais un autre idée. Ah si, sur les vieux films de monstres. D'accord. Des très vieux films en stop motion, genre les King Kong, Monde Perdu, La Vallée de Grangy, Le Sixième Continent, etc. Des vieux films des années 30 jusqu'à 60, 70, que je pourrais pas aborder en monstre de film parce que c'est trop vieux, il n'y a pas suffisamment de matos dessus. Et puis, je pense que la majorité des gens seraient peut-être pas spécialement enclins à vouloir voir des choses sur des films aussi anciens, même si il y a un public qui peut y être intéressé quand même. Mais oui, effectivement, des hors-séries, il y en aura plusieurs. Ok. Alors là, ça va vraiment être la grande question. Je vais regrouper du coup deux personnes, donc la question d'Eli et de King. Du coup, des livres et des jeux aussi pourront apparaître? Des jeux, ce serait fou ça. Un jeu de monstre de film serait énorme. Surtout avec le concept que j'imagine pour la scénarisation plus tard, on pourrait peut-être faire un jeu, ça se trouve, hein, dans 10 ou 15 ans. Des jeux, j'y ai absolument pas pensé. Des livres, alors, pas de livres qui seraient centrés sur les films de monstres. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, je suis une grosse boîte à idées, j'ai toujours des idées de plein de trucs. Et depuis quelques temps déjà, je m'essaie à l'écriture de romans, euh, évidemment centrés sur, pas spécifiquement des monstres, mais histoire de requins, histoire de dinosaures, de choses comme ça. Peut-être qu'un jour, j'aurai la chance de pouvoir éditer, j'en sais rien, mais des bouquins, ouais. J'ai un grand rêve, entre guillemets, étant donné qu'Alexandre Astier est mon dieu, et que j'ai eu l'occasion. Si vous regardez ça, Alexandre Astier, je vous aime. Si j'avais l'occasion de le faire, j'aimerais faire un peu ce qu'il a fait avec son exoconférence, où en fait il parlait de tout ce qui était espace, extraterrestre, etc., en le faisant, en vulgarisant un peu le propos et en, comment dire,
en le faisant avec un peu d'humour. J'aimerais beaucoup arriver à faire une espèce de spectacle comme ça, où je parlerais de la musique au cinéma, parce que les musiques de films me touchent énormément, Mhm. et des monstres au D'accord. cinéma. Là, pour le coup, j'aurais vraiment un spectacle à faire autour de ça, de faire toute une rétrospective de l'origine des monstres, de d'où ça vient, et de comment les monstres ont été traités au fur et à mesure des siècles. Enfin, pas des siècles, si, des siècles. Des siècles, qu'est-ce qu'ils ont eu comme apparence et quelles ont été leurs utilités dans les récits, que ce soit les bouquins, les films, les BD même. Donc ouais, ce genre de truc-là, j'aimerais bien. Ce serait D'accord. assez cool. Là, c'est très loin. De futurs projets, en gros. Ouais. Et attends, j'en profite vite fait, je dis juste un tout petit truc Vas-y. par rapport à la question qu'on m'a posée tout à l'heure. J'aimerais faire un remake de Carnosaur et j'aimerais tellement adapter Dino Crisis au cinéma. Tellement. Même si les adaptations de jeux, des fois, ça me saoule un peu. Parce que c'est un jeu, ça doit rester un jeu. Mais Dino Crisis, pour Lolo, je kifferais. Je connais pas du tout Dino Crisis. C'est un vieux jeu de PS1 qui est sorti, je crois, 2 ans après Resident Evil. D'accord. C'est le même concept, sauf qu'à la place des zombies, c'est des dinosaures. Et D'accord. c'était vraiment génial. D'accord. Ok. Voilà. Bon, écoutez tout le monde, c'est la fin de l'interview. Je suis déjà désolé d'avance pour toutes les questions que je n'ai pas pu répondre parce que sinon l'interview durerait Ouais, ça durait très 4 longue. heures. Ouais. Voilà. Mais du coup, j'espère que vous avez apprécié. Merci du coup d'avoir été présent. Merci du coup Merci pour l'invitation. merci à toi de m'avoir accepté pour cette toute première interview qui sera le début de plusieurs autres interviews que je compte faire. C'est chouette. Bah écoute, je t'en prie. Moi, franchement, ça m'a fait grave plaisir. Là, pour le coup, c'est la deuxième interview. Alors, c'est la première en live que je fais. Mais c'est vraiment une expérience super sympa. Et surtout, c'est très agréable de pouvoir discuter avec les gens de la communauté. Mm. C'est un plaisir d'échanger avec eux. Et puis aussi de parler un petit peu d'autres choses que de YouTube et de montrer un petit peu comment je suis. Même si j'aurais bien aimé que Tétel soit là. Mais elle n'a pas voulu. Elle est en bas. Elle vient de rentrer du travail. Je sais qu'elle va me taper une fois que j'aurai coupé la vidéo. Bon. Ouais, en tout cas, merci beaucoup et merci à tous les gens de la commune qui sont venus. Et franchement, merci à toi pour l'invitation. C'était super sympa.